téléchargement. Voilà, vous pouvez y accéder. Et c'est parti. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Un recrutement sur deux échoue dans les 18 mois qui viennent. Et ça, c'est principalement une question de prise de parole, d'art oratoire. Et on va voir en quoi est-ce que cela est une question de prise de parole. Donc, je me présente, je m'appelle Farzad Felezi, je suis consultant formateur en prise de parole, en art oratoire. Je forme des entreprises, des chefs d'entreprise, mais aussi leurs salariés. J'interviens aussi dans des écoles de commerce à l'université. Je connais les milieux scolaires, mais aussi les problématiques des enseignants, de ceux qui transmettent le savoir, le savoir-faire, ou même le savoir-être. Et la prise de parole, j'y suis venu petit à petit en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, puisqu'à la fin de mes études en communication, management et création d'entreprises d'entrepreneuriat, j'ai beaucoup utilisé la parole et la prise de parole. Mais je ne savais pas quels étaient le tenant et aboutissant de ces techniques et de ces méthodes de communication. La vie m'a donné l'opportunité de le réaliser et de pouvoir le mettre au service des autres. Cet art oratoire, cette prise de parole, elle permet en premier lieu à mon idée de, non pas forcément de se présenter, ni même de séduire, mais avant toute chose d'échanger les choses qu'on a de plus précieux dans nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus précieux? Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on donne la parole à ce qu'on a de plus précieux dans nos vies? Alors, on allume la télé et on regarde ce qu'il y a de plus précieux. On voit qu'il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété qui est communiquée. On parle à notre entourage, il y a la peur pour notre avenir, les regrets du passé, les soucis, les tracas du quotidien. C'est de ça que l'on parle. Or, quand on parle de tout ça, on oublie une grande partie de nous où se cachent nos talents. Et ces talents méritent qu'on les révèle, méritent qu'on en parle et ils méritent qu'on les encourage. Seulement, c'est quoi un talent? On va le voir aujourd'hui. Et en quoi est-ce que ça empêche parfois les recrutements? En quoi est-ce que ça vient créer le trouble et faire cette fameuse statistique que je vous ai donnée au début, un recrutement sur deux qui se passe mal ou qui échoue dans les 18 mois suivant le recrutement. Alors, vous savez qui je suis, vous savez ce que je fais. Qu'est-ce que je fais avec la Cité des métiers? Ces conférences-là, ces 9 conférences qui vont se passer tous les matins, tous les lundis à midi, pour développer une partie de l'art oratoire et de l'expression qui concerne les talents, les métiers, les entreprises et ce qui se fait dans votre quotidien en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié, ou même en tant que personne talent qui veut offrir ses talents. Je ne suis pas payé pour ça, je fais ça volontairement. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est certes d'une part, peut-être pour avoir un réseau et ensuite des clients, je suis honnête avec ça, mais surtout pour pouvoir partager quelque chose d'unique que je n'ai pas encore fait en réunissant différentes cibles et acteurs en même temps. Donc d'une part les entreprises, d'autre part ceux qui transmettent, professeurs, enseignants, formateurs, et enfin ceux qui apprennent, qui s'éduquent, qui sont dans l'apprentissage et aussi qui cherchent à être recrutés. Les temps sont difficiles. Nous venons de traverser une pandémie. Nous en portons les séquelles au niveau économique, au niveau social, au niveau psychologique. Et la confiance qui n'était déjà pas grande au départ va peut-être l'être encore moins par la suite. Et j'aimerais vous donner quelques clés aujourd'hui pour pouvoir avoir des éléments d'analyse, poser des mots dessus, comprendre quel sens est-ce que tout cela a et pouvoir peut-être vous-même construire ce sens-là. Parce que le sens n'est peut-être pas déterminé par d'autres gens, mais simplement, ce sens-là est défini par vous-même, tel que vous aimez l'entendre et tel que vous aimeriez le transmettre dans le monde. Donc, ces ateliers-là, ces conférences-là sont bons si vous êtes salarié, que vous voulez évoluer ou grandir en poste, que vous voulez peut-être quitter votre poste, créer votre entreprise. C'est bon pour vous si vous êtes chef d'entreprise, vous avez peur de recruter, vous avez une petite entreprise, une TPME, une PME qui a un fort enjeu au recrutement. Vous êtes peut-être un étudiant qui cherche à être recruté. Et connaissant les conditions aujourd'hui
de recrutement, les conditions dans lesquelles on va déposer un CV, participer à un entretien d'embauche. Parfois, il y a 50, 100, voire même 200 personnes dans la file d'attente sur certains postes pour pouvoir y accéder. Et c'est un grand stress. Et il y a beaucoup de techniques qu'on nous donne pour dire voilà l'image qu'il faut, voilà la façon dont il faut parler, voilà la manière dont il faut se présenter. Et tout cela crée des biais. Ça crée des distances que nous allons voir aujourd'hui. Cet atelier, cette conférence se fait en intelligence collective, de manière synchrone, en direct, en live. Il n'y a pas de coupure, il y aura rien au montage. Tout est authentique. Si mon col est mal mis, si je suis mal coiffé, je vous demande pardon. Si je dis des bêtises aussi, c'est du live, c'est du direct. C'est comme dans la vie. On peut faire des erreurs. Il y a des choses qui dépassent, comme cette mèche. Il y a des choses qui vont peut-être mal se passer ou être dans des imprévus, comme le son qui était coupé au tout début de cette conférence. L'intelligence collective est là pour l'asynchrone, c'est-à-dire quand cette vidéo va être terminée, elle pourra être vue et revue. Et vous, en même temps, dans les commentaires et dans le questionnaire ou les éléments, les technologies d'échange que je vais vous donner, vous allez pouvoir échanger vos idées, donner vos ressentis, vos appréhensions de la réalité. Une réalité dont vous seul êtes au contact. Donc moi, le formateur, le conférencier, je ne fais que reprendre les récits de ceux qui m'ont raconté ce qui se passait pour eux dans un entretien d'embauche, à l'école, dans leur entreprise, ce qu'ils ont vécu comme stress, comme angoisse, comme solution qu'ils ont testé, comme bonne solution, bonne pratique ou comme fausse solution, peut-être à ne pas suivre. Donc, cette intelligence collective est très importante. Et je vous invite à échanger dans les commentaires que je traiterai par la suite. Je vous invite aussi à rejoindre un cercle privé si vous voulez aller plus loin dans ces techniques et dans ce que je vous transmets ici. Très bien. Passons à la suite, les amis. L'enjeu est très fort. L'enjeu est très fort à la fois pour les écoles, les entreprises, les étudiants et les, les travailleurs, et en même temps pour les enseignants et les formateurs. Alors, pourquoi est-ce que je cite ces trois grands groupes et pourquoi est-ce que parfois nous avons tendance à les confondre? Dans la prise de parole, je commence toujours par voir ce qu'on a dans les pensées. Ce que moi j'ai dans mes pensées, ce que l'autre a dans ses pensées, très souvent, on ne les met pas à plat. On ne prend pas le temps de le faire et on dit, mais on n'a pas que ça à faire. Parce que ça va ressembler à de la psychologie, ça va ressembler à de la philosophie, on ne veut pas s'attarder à ça. Et pourtant, c'est très important, vous allez voir pourquoi. Si on prend l'enjeu auprès des entreprises et des écoles. Alors, il faut savoir que l'école, il y avait trois définitions selon lesquelles on définit l'école. Certains disent que l'école est là pour éduquer. C'est-à-dire, on envoie nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent les bonnes manières. Historiquement, les lois qui ont été développées, la façon dont l'école a été mise en place, c'était apprendre les bonnes manières, des savoir-être et vivre ensemble. Ensuite, il y a l'école, ceux qui disent que l'école est là pour instruire. Donc là, il y a des connaissances qui vont instruire l'élève, la personne formée qui vient dans cet établissement. Et enfin, il y a l'école pour former. Donc vous voyez déjà que rien que sur l'école, il y a trois visions. Une vision pour apprendre des bonnes manières, une vision pour apprendre de la connaissance et une vision pour apprendre à être formé à un métier, à un travail. Et parfois, ces mêmes visions se confondent sur une seule même nom qu'on appelle école. D'accord? Qu'est-ce que ça implique? L'entreprise. Quand on vient à l'école pour se former, et aujourd'hui on sait que l'alternance existe entre l'école et l'entreprise, on est formé à un poste de travail, on est formé à une compétence qui va servir demain pour être embauché. Ça n'a pas du tout le même objectif que de rentrer dans une école pour une connaissance, parce qu'il n'y a pas la même chose à la clé. Dans un cas, il y a un emploi, il y a un salaire, il y a une promesse économique, mais aussi sociale.
Dans un autre cas, il y a une promesse de connaissance, de savoir-faire, de pousser le savoir jusqu'à son terme. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'enjeu est extrêmement fort. Parce que quand on rentre à l'école, eh ben, on va nous dire: «Qu'est-ce que tu veux faire demain?» Mais dans ce que tu veux faire demain, il y a plusieurs choses qui se bousculent dans ta tête. Il y a: «Qu'est-ce que je veux faire pour moi? Qu'est-ce qui est en accord avec mes compétences, avec mes talents? Et qu'est-ce qui pourrait satisfaire une entreprise pour que demain, il m'embauche?» Tout cela rentre en conflit dans nos têtes. Du côté de l'entreprise, qu'est-ce qu'on se dit? Pourquoi est-ce que l'enjeu est fort? L'enjeu est fort parce que pour une TPME, TPE, PME, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, une erreur de recrutement peut coûter extrêmement cher. Et quand on connaît les statistiques, qu'un recrutement sur 2 se passe mal à 18 mois, on se pose la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à un conflit alors qu'au début, on a pris les précautions de faire des mois d'essai, de faire des recrutements et de réaliser tout ce bric-à-brac de recrutement finalement? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et pourquoi est-ce que ça nous coûte aussi cher? Ça peut coûter la vie d'une entreprise parfois, les recrutements, surtout dans des très petites entreprises. Au niveau des étudiants et des travailleurs, un fort enjeu aussi, cette prise de parole. Parce que parfois, on n'ose pas dire les choses, de peur de perdre l'orientation que l'on veut professionnellement. Par exemple, on veut à l'école et le fait de dire certaines choses que l'on pense ou qu'on aimerait, qu'on envisagerait, peut bloquer la voie à du mieux qu'on voudrait. Le travailleur, pareil. Parfois, il la ferme, il ne dit rien, il ne parle pas. Il y a une peur en tant que travailleur qu'on a et on ne va pas dire les choses parce qu'on veut garder le poste, on veut rester là, on veut conserver son salaire, on a peur d'être viré, on a peur d'être mis au trou ou alors être mis sur un poste qui ne nous plaît pas. Et ça nous donne peur de parler. Donc, vous voyez que cette peur de parler, elle est partout et à tous les niveaux. Parce qu'il y a des enjeux, il y a des images auxquelles on aimerait correspondre. Et on va voir au fil de cette conférence d'où est-ce que cela vient. Du côté des enseignants et des formateurs, là, on est un peu entre deux mondes. Entre le monde de celui qui forme l'écolier ou le travailleur pour le monde de l'entreprise et entre l'autre monde qui est celui de l'entreprise, celui du monde actif. Et là, on ne sait pas trop où se situer parfois en tant qu'enseignant. C'est pourquoi j'en vois qui font des burn-out, qui sont dans des situations extrêmement difficiles et pas optimistes du tout, parce qu'ils se disent: «Mais qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un qui a peu de motivation dans un monde dans lequel il y a autant de défis?» Et ça pose un grand problème. Des exemples que je pourrais vous donner des enjeux, une TPE qui m'a appelé à un moment donné avec une erreur de recrutement qu'il pensait faire. La personne qu'il avait recrutée, il avait mis beaucoup d'enjeux et d'espérances dessus. Il se trouvait qu'au bout d'un an, heu, l'individu ne correspondait pas à ces attentes-là, ou alors ces attentes avaient évolué. Et nous avons analysé avec lui quelles étaient les prises de parole, qu'est-ce qu'ils avaient pendant le recrutement, quels étaient les échanges et les conversations qu'ils avaient heu, pendant le travail et quel était le point de bascule, c'est-à-dire le moment charnière où il y a eu une parole, une conversation, un échange qui s'est fait, qui a tout fait basculer. C'est-à-dire qui a fait passer l'individu du stade de c'était la meilleure des recrues au stade de on n'en veut plus, ça va nous coûter cher, on va aller au prud'homme, etc. Ça, c'est très important et c'est lié à l'art oratoire. C'est très pratico-pratique. Une autre étude de cas, c'est un travailleur qui a fait toute une carrière dans une entreprise. Alors, je ne dirai pas laquelle, mais c'est une très grosse entreprise ici à l'île de la Réunion et qui était sur un poste qui lui plaisait, dans lequel il était efficace, où il se sentait estimé, qui a tout à coup été mis sur un autre poste. Je lui dis: «Pourquoi tu n'en parles pas? C'est peut-être ça qui crée le stress chez toi et l'anxiété». Il me dit: je suis bien payé, certes, on m'a mis au trou. Je n'ose pas le dire parce que je suis à 2, 3, 4 ans de ma retraite. Je pense prendre une retraite anticipée même. Mais il n'en parlait pas. Par peur de perdre son emploi, par peur d'être mis sur un poste moins bien payé
ou encore moins estimé que ce dans quoi il est aujourd'hui. Donc une véritable peur de parler. Donc cette série de 9 conférences, ça va être vraiment j'ai peur, mais je parle quand même. J'ai peur de dire en tant qu'étudiant l'orientation que j'aimerais vraiment. J'ai peur d'abandonner certaines choses et de dire que je vais les abandonner à ma famille ou à l'école ou aux enseignants, aux conseillers d'orientation, mais je vais le dire. J'ai peur en tant que talent qui va être recruté de parler de mes valeurs, de parler des limites au-delà desquelles je n'irai pas, mais je vais le dire quand même. J'ai peur en tant que recruteur de parler de l'enjeu que c'est pour moi et mon entreprise et de l'importance que ça a de recruter quelqu'un. Mais je vais le dire. Et nous allons voir au fil de ces conférences comment le dire et quels sont des éléments de rhétorique, des éléments d'art oratoire qui vont vous être extrêmement utiles. Voilà. Ensuite, pour cette première qui parle de recrutement, j'aimerais attirer votre attention, avant de vous donner des clés, sur une des manières qu'on a de penser les choses dans le recrutement. Alors, le recrutement aujourd'hui est fait un peu de la même manière qu'on recrute un client, on veut recruter un, un nouveau venu. Donc, comment on recrute un client? On veut l'accrocher. Ensuite, on le segmente en disant, il est dans cette tranche-là, d'âge, de compétences, de type, l'archétype. On appelle ça le personae en marketing. Ensuite, on lui offre quelque chose, on lui vend au client. Et enfin, on le fidélise. C'est-à-dire, on l'invite à venir racheter, on est sympa avec lui pour qu'il reste. Parce qu'on sait qu'un client qui est acquis et qui reste coûte moins cher qu'un client à acquérir. Comment ça se passe dans un recrutement? C'est très simple, c'est à peu près la même chose au niveau marketing. L'entreprise fait son marché et le talent est le produit. D'accord? Le talent, l'individu et le produit. Donc, il identifie, souvent tu as ce schéma-là, attirer, qualifier la personne, ensuite la sélectionner, évaluer l'individu, ses compétences, la choisir et enfin la recruter, dans lequel il y a intégrer et retenir. Ça, c'est comme pour fidéliser pour un client. Donc l'entreprise fait son marché au niveau des talents, il y a un produit qui est la personne en face de lui. L'offreur de talent, celui qui a un talent, il arrive, il est le produit. Donc si tu regardes sur le marché, tu vas sur n'importe quel marché, supermarché, marché forain, tu vas voir qu'il y a un prix. Il y a une qualité espérée qui est souvent liée au savoir-faire qu'il y a derrière, à la rareté, à l'abondance. Il y a une DLC, une date limite de consommation. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent que certains recrutés, certaines personnes sont trop vieilles pour certains postes. Voyez-vous, il y a une discrimination au niveau de l'âge. Il y a une DLC, il y a une date limite de consommation. Parce que la personne est prise comme pour un produit. Ensuite, il y a tout l'aspect immédiateté, c'est-à-dire la disponibilité du produit, de la personne. Et enfin, de l'ergonomie et de la facilité d'usage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut le mieux utiliser l'outil, le produit, et comment on peut le mieux, finalement, en parallèle, utiliser ou avoir la malléabilité et l'immédiateté de la disponibilité de l'individu pour un travail. Donc tout ça que je vous ai mis en parallèle, l'individu d'un côté, le produit de l'autre, procédure de recrutement, procédure de prospection d'un client et de vente, ça se ressemble fortement. Et quelque part, c'est ça qui fait l'échec. Et on en arrive à la technique rhétorique qui est le point de bascule de tout ça. C'est l'éthos. Dans le traité de rhétorique d'Aristote, l'éthos est l'un des premiers, voire le premier élément qui fait un orateur, qui fait quelqu'un qui parle et qui converse. L'éthos est l'image que renvoie l'orateur à son public. Cette image, elle est composée de 3 éléments. Le
Premier élément, c'est la compétence. Enfin, vous les hiérarchisez comme vous voulez. Mais il y a un élément qui est la compétence. Qu'est-ce que la personne sait faire? Et il y a deux autres éléments qui sont la bienveillance et la sympathie. La sympathie, c'est en relation avec le caractère de l'individu. Et la bienveillance, c'est est-ce que la personne veut du bien? Est-ce qu'on a une image de l'individu en face de nous qui veut du bien? Et l'erreur qu'on fait souvent dans un recrutement, ou en tant que recruté, c'est qu'on mise tout sur l'image. Et surtout, on mise tout sur l'image que l'autre veut de nous. Donc, il y a un jeu de mensonges qui se crée de l'entreprise qui va dire « nous, on a une belle image, viens chez nous, c'est sympa ». Et il y a des fleurs et des paillettes. L'individu est recruté, elle rentre dans l'entreprise, elle commence à travailler, et elle voit que c'était pas du tout la réalité qu'on lui vendait. Donc, il y a une déception, il y a une installation dans une routine, et là, le discours est tout à fait autre. Du côté de celui qui est recruté, il va venir, présentable, il va avoir le discours pour pouvoir plaire à l'entreprise ou à l'entrepreneur qui est en face de lui. Et peut-être qu'il va omettre de dire certaines choses volontairement pour pouvoir correspondre à cette image. Une fois recruté, la période d'essai étant passée, puisqu'on continue à se mentir et à mentir aux autres pendant la période d'essai, on ne peut pas s'empêcher d'être soi-même. Et on ne peut pas s'empêcher de revenir à nos valeurs et de revenir à ce qui est essentiel pour nous. Et là, il y a déception en face. Il y a une déception parce qu'on ne correspond pas à l'image par rapport à laquelle nous avons été recrutés. Il y a une déception parce que les compétences, même si on les a et qu'on les met en pratique et qu'il y a les résultats, le caractère ne suit pas, l'attitude ne suit pas, et c'est à 90% des cas, selon les études, ce qui mène à l'échec d'une relation de collaboration. 90% des cas ne sont pas liés à la compétence, mais à l'attitude. Et ça me dit que c'est l'attitude du travailleur, mais moi j'aimerais dire et responsabiliser les entreprises et les entrepreneurs là-dessus, c'est l'attitude qu'on a dans la relation, l'un envers l'autre. Alors pour éviter ça, comment est-ce qu'on peut faire? Et ce sera la conclusion de cette première séance entre nous, d'avoir peur, mais de parler quand même, de voir d'abord qu'est-ce que je suis prêt à faire, combien est-ce que je suis prêt à faire des concessions sur ce que je fais, qui je suis. Parce qu'on peut me demander de changer ce que je fais, mais il y a une limite à ce qu'on me demande de changer ce que je suis. En tant que talent, allez visiter vos talents, allez voir ce que vous avez au fond de vous, donnez le meilleur de vous-même, mais soyez honnête, qu'à partir d'un certain seuil de valeur, vous ne pouvez pas avancer plus loin. Osez refuser certaines choses. Osez ne pas aller parfois là où on vous demande d'aller, quitte à perdre l'avantage, quitte à perdre l'opportunité qui est promise, quitte à ne pas arriver premier dans ceux qui voudraient être recrutés et arriver en haut de la liste, quitte à en faire 100 des entreprises, quitte à créer votre propre entreprise. Parce que le prix à payer est grand. Il vaut mieux que ça s'arrête tout de suite, plutôt que ça dure 1 an, 2 ans, dans un enfer cuisant. Vous ne croyez pas? Ensuite, ne pas copier. Ne pas copier l'image des autres. L'image que vous renvoie la société, l'image qu'on aimerait de vous, qu'on voudrait de vous, mais vous construire votre propre image. Par exemple, si vous avez un talent qui est plutôt musical, qui est artiste, osez le montrer. N'allez pas le cacher. N'allez pas dire non, je ne suis pas ça pour correspondre à une rigueur qui plairait à l'entrepreneur ou à l'entreprise. Osez l'affirmer, osez le montrer. Ça vous encouragera d'une part à nourrir votre talent et d'autre part à être estimé par ceux qui vous recruteront dans ce domaine aussi. Ensuite, voir les deux côtés. C'est-à-dire que on arrive, on parle à quelqu'un, on ne voit souvent que son côté à nous. On se dit, moi, ce que je veux, c'est d'avoir ce job, si je suis un futur recruté ou un talent. Ou alors, en face, on dit, je veux la meilleure des recrues. Celle qui écoute le plus, celle qui est la plus loyale, celle qui va rester le plus longtemps. Et on ne voit que ce qu'on veut. Ce qu'on ne voit pas, c'est la situation dans laquelle l'autre se trouve. L'autre se trouve dans une situation parfois extrêmement délicate.
Tu prends l'exemple d'une entreprise qui a vécu une période pandémique, qui a dû fermer son entreprise pendant plusieurs mois, la trésorerie est en berne et pourtant elle doit continuer à recruter pour pouvoir continuer. L'entreprise a dû s'endetter. Et la recrue, peut-être qu'elle ne connaît pas tout ça. Donc, il faut qu'elle s'imagine à la place de l'entreprise ou du recruteur. Ensuite, dans le sens inverse, l'entreprise doit se mettre à la place aussi de celui qui va être recruté. Et se dire, mais au fond, la situation est encore plus difficile, il y a encore plus de stress. Dans quel état se trouve la personne? Comment elle a vécu cette période-là? Et comment est-ce qu'on va échanger ensemble dorénavant? Donc, il y a tout un dialogue qui doit se mettre en place pour parler vrai. Parce que si on ne le fait pas, on risque de passer de une recrue sur 2 qui échoue à 3 recrues sur 4, voire même à 9 recrues sur 10 et à réduire encore plus les chances d'avoir une réussite et un succès d'entreprises qui réussissent, de salariés qui évoluent dans leur entreprise ou de personnes qui commencent à créer leur entreprise dans le succès. Oser être vrai, c'est la clé, chers amis. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Si vous avez d'autres éléments de réflexion à proposer, venez participer à ce moment d'échange d'intelligence collective pour pouvoir nourrir de vos expériences, de vos études de cas, ces échanges-là. Voilà, ça a été court. C'est entre 20 et 30 minutes chaque semaine à midi, le lundi. Je vous invite à venir, à vous connecter et ensuite à échanger dans les commentaires. Il y aura une rediffusion de ces éléments-là et la semaine prochaine, nous verrons un autre thème que j'affiche sur ma page Facebook et que je ne l'ai pas sous les yeux là, mais je vous l'annoncerai. Donc voilà pour le recrutement, il y a encore beaucoup de choses à dire. En 30 minutes, voilà, c'est impossible, il faut rentrer davantage dans les détails. L'éthos, l'image de soi, peut à la fois être un avantage, mais aussi un piège. Certes, on peut se montrer de la façon la meilleure qui soit, mais on peut aussi se tromper en faisant ça.